Et aujourd'hui, on accueille Adrien Nesré, donc cofondateur de Magellan Tech, et qui, en fait, Magellan Tech, c'est une entreprise qui va accompagner et qui va s'occuper aussi de former les entreprises dans leur bilan carbone et aussi dans leur stratégie d'action bas carbone. Alors, juste pour vous donner un peu une vision de comment ça va se passer, ça va se passer à peu près en 45 minutes, où Adrien va nous faire une présentation de qu'est-ce qu'un bilan carbone, faire des petits rappels. Ensuite, il va nous faire des démos, nous donner des cas concrets. Et après, il y aura un temps d'échange. Vous pouvez vraiment intervenir quand vous voulez. C'est-à-dire que dès que vous avez une question, attendez pas le temps d'échange. Hop, vous pouvez la poser sur le chat. Et nous, on s'occupera de la transmettre à Adrien. Ou même, n'hésitez pas à activer votre micro, ce sera plus vivant. Donc, encore une fois, Adrien, merci beaucoup d'être parmi nous. Peut-être pour commencer, avant ta présentation, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et dire ce que c'est Magellan Tech? Ouais, bien sûr. Déjà, merci beaucoup Chloé et toute l'équipe du Printemps. Et merci à tout le monde là, de prendre 45 minutes sur votre lundi midi pour parler climat et carbone. C'est déjà un très bon pas. Donc, moi, j'ai lancé en fait une initiative qui s'appelle Magellan.tech cette année. L'idée, c'est d'accompagner les entreprises tech à passer à l'action face à l'urgence climatique. Et donc, pour ça, on publie tout un tas de ressources, donc des études, des outils en ligne, des choses comme ça qu'on publie en open source pour aider les équipes à avancer par elles-mêmes. Et on en accompagne aussi certaines d'entre elles avec des bilans carbone, de la formation et des stratégies climat. On est en train justement de plutôt se spécialiser sur l'engagement que le calcul, mais on pourra en parler un petit peu après. Donc voilà un petit mot sur Magellan et je vais pouvoir commencer. N'hésitez pas à m'interrompre. Je vais partager tout ça. L'idée, c'est vraiment de vous montrer un maximum de concret en un minimum de temps. On a pris le choix de ne pas faire quelque chose de trop théorique. Il y a beaucoup d'autres boîtes et de ressources qui font ça mieux que moi. Hop, je me trompe de bouton. Excusez-moi. Comment je masque ça? Hop là. Voilà, lire. Alors, pour reprendre un peu les fondamentaux, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'impact de sa boîte sur le climat, ça correspond tout simplement aux émissions de CO2 générées par l'ensemble de ses activités. Là, on va parler beaucoup de CO2, mais en réalité, on prend en compte tous les gaz à effet de serre, protoxyde d'azote, méthane, etc. Mais pour simplifier les calculs, on ramène tout ça en équivalent CO2. Donc ça, c'est une règle de base aussi. Derrière, le fonctionnement, c'est le suivant. On ne mesure pas directement des émissions de CO2 avec des capteurs, mais on fait des estimations. Ça, c'est un point important, j'y reviendrai un peu plus tard. L'idée, c'est de regarder toutes les activités qui permettent le fonctionnement de l'entreprise. Donc, je vais devoir chauffer les bureaux, je vais devoir acheter du matériel informatique pour mes collaborateurs, je vais leur permettre de prendre l'avion pour faire des voyages d'affaires, etc., etc. Donc, on fait un listing de tout ça. On quantifie chacune des activités. Et ensuite, on va y associer des convertisseurs, ce qu'on appelle dans le jargon technique des facteurs d'émission. Par exemple, pour de l'électricité, on peut savoir qu'en France, généralement, 1 kWh d'électricité est égal à tant de grammes de CO2. Et derrière, on fait juste une multiplication des règles de 3 et on obtient des émissions de CO2 associées à chaque poste. Donc, c'est assez trivial. Et on obtient à la fin une quantité totale de CO2 équivalent émis par l'entreprise. Et aussi, et c'est là en ça que c'est vraiment intéressant, on obtient un détail par activité. Et donc tout ça, ça s'appelle l'empreinte carbone. Et on va regarder comment calculer tout ça plus en détail, les différentes phases qu'on doit mener et ce que ça va nous apporter. En France, on utilise une méthodologie qui s'appelle le bilan carbone. Donc là, il y a juste un petit élément de sémantique à bien garder en tête. Normalement, on devrait toujours dire « je fais le calcul de l'empreinte carbone de mon entreprise » en utilisant la méthodologie bilan carbone. Néanmoins, en France, c'est rentré dans l'usage de dire je fais mon bilan carbone, je fais le bilan carbone de mon entreprise, mais techniquement, bilan carbone, c'est une marque déposée avec une licence détenue par une association, etc. Donc la démarche bilan carbone, elle a plusieurs étapes. La nomination d'un pilote, la définition des périmètres, une grosse phase de collecte et d'exploitation des données qui est généralement la plus chronophage, un plan d'action de réduction et ensuite une synthèse de la démarche. Donc, je vais vous présenter tout ça. Nous, on aime bien utiliser des mots un peu simples. Donc, on a 4 étapes: cadrage, collecte, calcul et plan d'action. Pour la partie de cadrage, c'est une étape assez clé au démarrage d'un
projet de bilan carbone, c'est l'étape dans laquelle on va devoir décider ce qu'on compte ou ce qu'on compte pas dans le calcul. Techniquement, il faut compter toutes les émissions qui permettent le fonctionnement de l'entreprise. Donc, c'est une définition assez standard. Et si on prend l'exemple d'une marketplace spécialisée dans la vente de vêtements, donc vous en connaissez beaucoup, Zalando par exemple, ou tout un tas d'autres marketplaces de ce type-là. Pour un t-shirt vendu sur la marketplace, si je regarde sa chaîne de valeur, au début, je vais devoir faire pousser et récolter le coton, le transporter. Ensuite, ce coton va être transformé et coupé, et teint, etc. dans une usine pour constituer le t-shirt. Ensuite, on va devoir le stocker, préparer le colis. Le client va commander via un site e-commerce et ensuite, ça va lui être livré et il va ensuite pouvoir le laver. Donc, il fait quoi? Au début, on peut considérer que c'est un fournisseur. Ensuite, le fabricant et l'usine ici. La marketplace agit ici. Et ensuite, le client tout à la fin. Et donc, techniquement, la marketplace doit prendre en compte les émissions liées à toutes ces opérations. Donc, on peut considérer que ces opérations, c'est le stockage, la préparation du colis et la commande via le site e-commerce. Mais, par exemple, on peut considérer ou non que la livraison vers le client final fait partie de ces opérations. Généralement, des marketplaces font appel à une société tiers, DHL, Colissimo, etc., pour la livraison. Et donc, elle peut choisir ou non d'intégrer cette activité dans son bilan carbone. Et donc là, on commence à comprendre que cette phase de définition de périmètre au début est hyper importante pour pouvoir bien mener ce sujet-là. Et ensuite, elle pourrait considérer l'ensemble des activités induites par ces activités, donc ce qui se passe dès la pousse et la récolte du coton. Mais là, c'est vraiment des arbitrages à faire. Les normes, on fera un petit point sur les normes qui entrent en jeu. Généralement, les entreprises qui sont obligées de faire des bilans de gaz à effet de serre regardent surtout leur activité directe et assez peu leur activité induite. Mais néanmoins, cette distinction, elle est essentielle pour bien choisir les actions à mettre en place par la suite. Donc là, je vais vous montrer une phase de collecte. Je vais sortir et je vais vous montrer un petit outil qu'on utilise assez fréquemment. Je vais juste déplacer ça. Voilà. Donc là, il faut se projeter dans le cadre d'un projet avec un client. On a fait une réunion de cadrage pour bien comprendre son activité. Et cette réunion de cadrage nous a permis de lister toutes les sources d'émissions et donc toutes ces activités. Et en fait, ces activités-là, on va les mettre dans des cases pour être raccord avec la réglementation. La réglementation et la norme ISO, elles définissent des scopes, scope 1, scope 2 et scope 3. Scope 1, on va trouver des activités liées à l'énergie non électrique, donc source fixe de combustion, mobile de combustion, je vais expliquer ça. Grosso modo, scope 2, c'est plutôt tout ce qui est en lien avec l'électricité, et scope 3, c'est tout le reste. Et donc, très généralement, pour des entreprises non industrielles, notamment des entreprises technologiques ou tertiaires, etc., on va avoir la majorité de l'impact qui se situe en scope 3. Là, je vais vous montrer des exemples de sources d'émissions d'une entreprise tertiaire classique. Donc, imaginons que là, on est en train de faire du coup notre réunion de lancement avec ce client-là. On est en train de lister toutes les activités qui sont reliées à des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, par exemple, sur le poste 1, source fixe de combustion, on va pouvoir trouver la consommation de gaz naturel nécessaire pour chauffer le bureau ou pour chauffer les domiciles des personnes si on considère le télétravail. Et tout ça, on va pouvoir, dans le cadre du télétravail notamment, retrouver les informations à partir d'un questionnaire collaborateur. Pour les sources mobiles de combustion, généralement, c'est la combustion de carburant ou des véhicules de fonction. En 4, les émissions directes fugitives, là, on va avoir des fuites de fluides réfrigérants issus de climatiseurs. Je vais aller assez vite parce que sinon, on va s'y perdre un peu. Consommation d'électricité, là, c'est assez simple. C'est l'électricité consommée au bureau, l'électricité consommée au domicile des particuliers, etc. Achat de produits et services, donc là, ça va être une catégorie très, très large, notamment parce qu'aujourd'hui, les sociétés ont pour habitude d'externaliser énormément de choses. Bien immobilisé, on compte souvent le parc IT et le mobilier, les déchets générés au bureau
les déplacements pour des voyages d'affaires, des séminaires, des salons, déplacements des collaborateurs. Du coup, on va en fait chercher à quantifier toutes ces activités pour ensuite les faire entrer dans notre bilan carbone. Et là, je voulais juste vous montrer où est-ce qu'on peut trouver facilement ces infos-là. Et donc, je vais déplier toutes mes petites étiquettes. Tac, tac, tac. N'hésitez pas à me dire si c'est pas très clair, si vous voyez pas bien, j'ai pas de retour. Donc j'espère que tout va bien. Et grosso modo, on trouve les informations principalement dans 3 types de documents. Généralement, une grosse partie arrive des factures. Donc pour ça, il faut se rapprocher du contrôle de gestion ou de la compta ou de la finance de l'entreprise qui vont pouvoir nous sortir soit directement la balance des comptes, soit des factures par poste, donc par exemple pour le carburant, pour l'électricité, pour l'achat de produits et services, etc. En termes d'immobilisation, on va surtout regarder l'inventaire. Donc dans l'inventaire, on va pouvoir savoir, OK, l'entreprise possède 140 MacBook qui ont telle ou telle empreinte, on possède des tables, des bureaux, etc., etc. On va aussi poser pas mal de questions aux collaborateurs via un questionnaire dans lequel on va leur demander comment vous venez au travail, quelles sont vos habitudes alimentaires. Si on compte le télétravail dans notre étude, on va devoir leur demander des éléments pour connaître leur consommation d'électricité et le prendre en compte par la suite. Et Donc, je ne Adrien, je te rentre coupe pas 2 secondes. forcément dans le détail ici, mais grosso modo, à la fin de l'étape de cadrage, on a toutes ces informations-là. On a listé l'ensemble des activités qui émettent des gaz à effet de serre et on a listé comment les récupérer. Et ensuite, on peut attaquer la phase la plus chronophage, qui est justement la collecte, où on va devoir aller taper à la porte de différentes personnes pour récolter ces données. Trop bien. Bah, merci beaucoup pour cette présentation. On a déjà quelques petites Ouais, questions soulevées ça par marche. cette présentation. Déjà, est-ce que tu peux faire un tout petit zoom ou pas? On a certaines Ouais. personnes qui demandent si tu peux zoomer sur certains points. Et après, il y a Camille qui nous demande, est-ce que tu peux redéfinir, peut-être avec des mots très très simples, le scope, la différence entre scope 1, 2, 3. Et on a Ouais. aussi une demande sur, est-ce que le scope 3, il est obligatoire ou pas? Ok, c'est vrai, c'est une très très bonne question. Alors, Scope 1, Scope 1, ça réunit ces 5 postes-là et c'est généralement des sources liées à l'utilisation de l'énergie. Donc l'énergie non électrique, donc l'énergie directe. Du coup, c'est du gaz naturel, c'est de l'essence, c'est des fluides réfrigérants qui partent dans l'atmosphère, etc. En scope 2, ça va être plutôt de l'électricité. Généralement, on considère que ça dans des cas simples comme le tertiaire. Et en scope 3, c'est vraiment tout le reste. Donc, c'est une définition assez importante et assez large. C'est en train d'être revu aussi, cette classification. Mais voilà, dans scope 3, on va regarder le déplacement des collaborateurs, donc comment ils se rendent au travail, les déplacements professionnels, les déchets générés. Donc, c'est vraiment une énorme catégorie. Et dans cette énorme catégorie Scope 3, on a le poste 9, achat de produits et services, qui, elle aussi, est souvent très hétérogène, parce que là, on va compter les consultants qui viennent vous aider au travail, le papier que vous consommez, le café que vous faites livrer, etc. etc. Donc, c'est vraiment très large. Et ensuite, la dernière question que tu avais, Chloé, c'était pour l'obligation, c'est ça, de compter le Scope Classique de 3. parler en mute. Oui, c'était exactement ça. C'était, est-ce que c'est obligatoire ou non? Ok, très bien. Donc effectivement, pour l'instant, ce n'est pas obligatoire. L'obligation de faire son bilan de gaz à effet de serre, donc c'est uniquement pour les boîtes de plus de 500 personnes qui doivent le faire tous les 4 ans. Et elles doivent le faire uniquement sur scope 1 et 2. Le scope 3 est recommandé, mais encore optionnel. Donc on comprend bien qu'en fait, on passe à côté de pas mal d'informations. Et aujourd'hui, la réglementation est clairement pas, très, très forte sur ces sujets-là. Et notamment, il y a une stat qui est intéressante sur toutes les boîtes qui sont censées faire un bilan de gaz à effet de serre. Seulement 30% d'entre elles le font. Donc il y a 70% d'entre elles qui ne le font pas alors qu'elles devraient le faire. Et il y a une amende qui est normalement de 1 500 € pour les boîtes qui ne le font pas, qui va passer là dans 4 jours à 10 000 €. Donc ça va être plus important. Mais jusqu'à présent, il me semble qu'il n'y a aucune amende qui n'a été donnée. Donc on voit que la réglementation n'est pas encore très stricte, en tout cas en termes de bilan GES.
Voilà pour cette partie. Je vous dis un mot aussi sur la suite de la collecte, si ça vous va. Là, je vous montre un tableur qu'on utilise nous avec nos clients, et je vous parlerai ensuite d'autres méthodes, notamment en passant par des logiciels qui permettent d'aller un peu plus loin que cet Excel. Mais nous, grosso modo, on va récupérer toutes les données de nos clients, on va les mettre dans un format assez stable qu'on voit ici. Je vais zoomer aussi encore un petit peu. Hop. Tac, tac. Et donc là, par ligne, on a des sources d'émissions, des catégories. Donc là, par exemple, au début, on a le matériel informatique, on a le nombre de MacBook achetés en reconditionné ou non, l'ordinateur, des données de coworking, d'assurance, etc. Ici, on a des unités de mesure, des quantités. FE, c'est les facteurs d'émission. Je vous montre comment on les calcule ensuite. Et ensuite, j'ai les émissions associées à chaque ligne. Donc là, grosso modo, au début, on procède à la collecte de toutes ces informations-là et on a un beau listing comme ça. Et ensuite, le jeu, c'est de trouver les bons convertisseurs. Donc pour dire, par exemple, un ordinateur, un MacBook Air, combien ça génère d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc ça, on a, nous, en tout cas, un onglet avec tous nos facteurs d'émission. Donc on les met ici, en précisant à chaque fois, pour chaque ligne, l'unité de mesure, le facteur d'émission, l'incertitude, la source et généralement les hypothèses associées. Là, j'ai dû les masquer parce que c'était pour anonymiser ce que je suis en train de vous montrer. Mais là, généralement, il faut préciser les hypothèses qu'on retient, notamment dans le cas du reconditionnement. Il n'y a pas de règle explicite qui dit un MacBook Air reconditionné, c'est égal à tant de pourcents d'un MacBook Air neuf. Et donc là, il faut faire ces hypothèses et toujours les communiquer parce que c'est absolument essentiel pour la suite. Et si on veut se comparer à d'autres boîtes et qu'on a pris des hypothèses différentes, ça devient compliqué. Généralement, pour les sources de ces facteurs d'émission, il y a un site à connaître, donc le site de l'ADEME qui propose tous ces facteurs d'émission. Donc là, c'est le site Bilan GES de l'ADEME qui a publié de manière assez ouverte les facteurs d'émission de la base carbone. Donc en fait, c'est une base dans laquelle on va pouvoir retrouver les infos, ces fameux convertisseurs qui vont nous aider pour les calculs. Et donc là, si je recherche électricité en France, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, on va me dire, tu peux utiliser par exemple cette donnée-là. 2015, le mix moyen électrique en France, c'était de 60 grammes de CO2 par kilowattheure. Et ensuite, je fais juste ma multiplication pour trouver la bonne donnée. Et donc, cette base est assez exhaustive, donc elle vous permet de faire la majorité des calculs. Néanmoins, pour d'autres types d'activités, et notamment tout ce qui se passe avec le numérique, il y a encore des trous dans la raquette. Et donc là, il faut faire souvent ses propres calculs soi-même. Mais généralement, c'est déjà une très bonne base pour commencer. Et voilà. Et du coup, je reviens ici, on a nos différentes données qui représentent nos sources d'émissions. On a les facteurs d'émission associés et du coup, on fait nos multiplications très simplement et on obtient des émissions par source. Et donc là, il y a tout un calcul aussi avec les incertitudes. Je ne reviens pas forcément là-dessus, on pourra revenir plus tard. Et je vous montre le résultat de ce calcul. On a du coup différents postes. Nous, on les classe comme ça, mais on peut les classer différemment, mais nous, on préfère les classer comme ça dans un premier temps pour que ça soit assez simple. Là, par exemple, sur un poste comme l'alimentation, on va retrouver le café, le déjeuner des équipes, végétalien, végétarien, avec une viande fortement carbonée, etc. On va avoir un poste pour les assurances, les services bancaires, l'utilisation des bureaux, la restauration, l'hébergement, le matériel informatique, les usages numériques. Nous, on compte, par exemple, pour ce client-là, on avait compté le télétravail, ce qui se fait pas toujours, mais nous, on pense que c'est intéressant, notamment dans une période comme celle qu'on est en train de vivre, et des éléments de transport. Donc là, c'est une entreprise qui avait fait aucun vol en avion, donc forcément, il n'y a pas de vol ici, mais généralement, sinon, ça pèse très lourd dans la balance. Et donc, on arrive à quelque chose comme ça, qui est un tableau assez parlant, et nous, pour qu'il soit encore plus parlant, généralement, on fait des beaux petits diagrammes. Je
vous montre celui-là. Donc là, on livre notre rapport de calcul dans un document comme celui-ci. Et là, en fait, on a l'empreinte carbone de l'entreprise avec les différents postes, leur répartition. Et ensuite, en fait, en regardant chaque source d'émission, on va pouvoir trouver des plans d'action et des actions à recommander à nos clients. Voilà grosso modo comment ça marche. Je ne sais pas si Chloé, tu as des questions au fil de l'eau. J'espère que je ne suis pas allé assez vite, je ne me rends pas bien compte. Mais en tout cas, on peut revenir sur ce que vous souhaitez. On peut peut-être revenir rapidement sur une question de Anne qui portait sur le matériel informatique. Ouais. Qui demandait qui voulait en savoir un petit peu plus en détail sur comment est-ce qu'on en calculait l'empreinte. Ouais. Qui demandait notamment si on prenait en compte les données fabricants, enfin la fabrication l'empreinte carbone de la fabrication des matériels. Ouais, alors ça c'est une bonne question. On peut déjà aller voir dans la base carbone ce qu'on a. Donc si par exemple je vais voir sur un ordinateur. Et donc là, je vais aller voir la documentation et je vais lire tout ça. Et donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Tac, tac, tac. Là, en fait, l'ADEME a réalisé en 2018 une étude qui fonctionne en analyse de cycle de vie. Donc c'est un peu plus poussé que les bilans carbone, le sigle ACV, sur les différents produits informatiques, notamment ceux qu'on utilise en entreprise. Et donc là, pour un ordinateur portable, on peut utiliser ces données-là. Donc on peut dire un ordinateur portable, c'est équivalent à 42 kg de CO2 chaque année dans le bilan carbone d'une entreprise par poste. Et donc ensuite, on peut faire notre multiplication. Sauf que là, effectivement, c'est une donnée générique qui a été réalisée par l'ADEME sur tout un panel d'ordinateurs. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez regarder des données constructeurs, MacBook Air Carbon Footprint. Et donc là, ensuite, on peut voir que Apple communique ces chiffres. Et donc là, pour un MacBook Air, on a 217 kilos pour l'ensemble du cycle de vie. Et donc là, il faut bien voir aussi que ça prend en compte l'usage, etc. Alors que côté ADEME, on était ordinateur portable, on était à 169. 169 versus 217. Donc là, on comprend que les ordres de grandeur sont cohérents. Et donc, si on le souhaite, tout en le précisant, on peut prendre ce chiffre-là en particulier. Ok, très clair. D'ailleurs, Anne, n'hésite pas à activer ton micro si tu souhaites nous donner plus de précision. Mais Anne avait une autre question, du coup, en demandant si la donnée de l'ADEME correspondait à une émission de CO2 pour une utilisation normale par an, ou si cela prenait en compte la fabrication, en mode en comparer les deux données. Ouais. Donc là, c'est des ACV Cradle to Grave, donc c'est du berceau à la tombe, donc c'est sur l'ensemble du cycle de vie, production, utilisation. Donc là, c'est vraiment complet. Et donc, on mesure ça par produit, donc c'est le principe des ACV, et on obtient une unité comme ça de 169, pardon. Et ensuite, ce chiffre-là, on va faire de l'amortissement, comme en comptabilité. On va dire, grosso modo, mon ordinateur portable, il va me servir pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, je vais le détruire, je vais le revendre, etc. Et donc, je vais pouvoir en conclure que ce produit, je vais pouvoir amortir son empreinte carbone sur 4 ans, et donc je vais comptabiliser que 42 au lieu de 169. D'accord. Bah, Anne, n'hésite pas à nous dire si tu veux plus de précision ou si ça a répondu à ta question. Mais merci beaucoup pour cette réponse. On a une autre question de Arthur, je pense qu'il porte peut-être plus sur en global le scope 3, où il demandait en fait si l'impact généré par la fin de vie des produits vendus était intégré ou n'était pas intégré dans ce bilan carbone, cette méthodologie. Ouais, c'est une très bonne question. Donc la méthodologie de bilan carbone permet et normalement nécessite de calculer ces postes-là. Ensuite, parfois, c'est plus ou moins simple de les calculer. Pour des boîtes industrielles, on va pouvoir faire ces choses-là. Nous, de temps en temps, là, par exemple, on travaille avec des agences de data marketing qui, leurs produits finis, c'est des annonces de display qu'elles placent sur des sites pour permettre à des annonceurs
de vendre plus. Et donc, dans ces cas-là, ça complexifie aussi les choses. Et donc, on peut procéder par estimation, mais c'est compliqué. Donc, encore une fois, c'est pas dans l'obligation des bilans GES. Il ne faut pas confondre avec le bilan carbone. Bilan carbone, la méthodologie très exhaustive, très complète. Les bilans GES, le cadre légal qui est moins contraignant. Donc, encore une fois, ce n'est pas obligatoire si on s'en fie au bilan GES, mais c'est fortement recommandé dans la méthodologie bilan carbone. Et juste, je vais vous montrer, nous, on avait sorti une petite ressource sur notre site où, en fait, on a récupéré l'ensemble des bilans GES qui sont publics. Donc, c'est des données publiques, mais juste on les a récupérées et on les a mis dans un gros tableau pour pouvoir naviguer dedans et regarder tout ça. Et je vais vous le montrer, comme ça on va pouvoir aller voir des bilans carbone publics. Donc si je regarde, je vais essayer de trouver une boîte qui veut dire quelque chose pour moi. Tac. Je vais passer assez vite. Bon, Adecco Groupe France. Donc Adecco, une boîte d'intérim. Donc là, c'est uniquement le groupe, parce que ça se fait par unité légale, donc effectif 666. Donc, le groupe Adecco est nettement plus gros, mais là, dans l'unité légale, c'est tout ce qui a été pris en compte. Donc, le référentiel temporel, c'est 2018. On voit que le total des émissions, c'est 1800 tonnes et que la répartition entre scope 1, 2 et 3, c'est la suivante. On a un quart de scope 1. Donc là, ce qu'on va mettre ici, c'est les véhicules, le carburant des véhicules de fonction et si des bureaux sont chauffés au gaz, au fioul, etc. Scope 2, uniquement l'électricité, donc assez faible, et notamment en France, parce qu'on a un mix électrique peu carboné. Et ensuite, l'essentiel se trouve en scope 3. Et là, je vais vous le montrer aussi sur le format du site de l'ADEME. Et voilà. Et donc là, on a un cas assez notable où on voit que sur le scope 3, il y a uniquement 3 sources qui ont été calculées. Les déplacements, les émissions liées à l'énergie non incluses dans les scopes précédents, mais par contre, tout ce qui est achat de produits ou services, immobilisation, déchets, etc., n'ont pas été comptabilisés. Et donc ça, d'un point de vue réglementaire, c'est OK, parce que tout sous le scope 3 est optionnel. Mais ça montre assez bien que à partir du moment où certains postes sont optionnels, et aussi on peut les compter d'une manière ou d'une autre, ça rend les comparaisons très compliquées et ça rend la réglementation très compliquée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on pense à un élargissement du bilan carbone et des règles plus strictes, notamment en termes de taxe carbone, ça sera a priori plutôt sur les scopes 1 et 2, parce que sur les scopes 3, en tout cas moi c'est ma conviction, on peut les calculer de vraiment beaucoup de manières différentes, même si aujourd'hui il y a une règle ISO qui indique comment on doit faire, ça laisse place à pas mal de liberté, malheureusement. Et donc ça complexifie un peu les choses. D'ailleurs, c'était une question, Adrien. Quelle est la norme ISO pour ce scope 3 qui... Alors, en fait, il y a une norme ISO qui est la 14067, si je ne me trompe pas. Cette norme ISO, elle explique comment on doit comptabiliser. Ensuite, sur ça, se sont greffées des méthodologies. Donc, la méthodologie bilan carbone qu'on utilise quasiment systématiquement en France, ou l'équivalent anglo-saxon, qui est le GHG protocole, qui se réfèrent à cette norme ISO. Et donc, cette norme préconise de calculer ces scopes-là, mais néanmoins, aujourd'hui, l'aspect réglementaire les force pas. Okay. Je ne sais pas si tu réponds bien à la question, mais voilà, il y a un petit écart, et normalement, cet écart devrait être réduit dans les temps qui arrivent, mais pour l'instant, c'est incertain. Ok, c'est très clair.
Et du coup, on J'ai une pouvait se question poser... plus. Ah, Ah, vas-y. pardon. Non, Non, j'avais non, une je vous en question prie. plus entre côté entreprise-service du numérique. Ouais. Est-ce que du coup, là, dans ce type d'entreprise, on a une variété de clients assez différents. Ça rentre en compte dans le scope 3, entre guillemets, les émissions, si on travaille pour, bon, je prends des exemples caricaturaux, mais imaginons qu'on a un groupe pétrolier dans nos clients et un client qui fait plutôt de l'énergie renouvelable. Est-ce que le client pétrolier va alourdir le bilan carbone ou pas de l'entreprise? C'est une très bonne question qu'on nous pose souvent. Moi, j'ai tendance à dire non, on va pas le comptabiliser directement dans le bilan carbone. On va plutôt le garder en tête pour la partie plan d'action. Mais en fait, ces enjeux-là de regarder l'activité de mon client pour pouvoir en prendre une quote-part et la mettre dans mon propre bilan carbone, c'est énormément d'arbitrage. La règle ISO donne pas de guidelines sur ça. Donc moi j'ai tendance à dire non. Après, il y a sûrement des experts sur ces sujets-là qui auront peut-être une réponse différente de la mienne et qui s'y connaissent mieux. Mais moi j'ai tendance à dire que non parce que d'une part ça demande de connaître l'empreinte carbone de tous ses clients. Et comme je viens de vous le montrer, il peut avoir des écarts en fonction de qu'on calcule telle ou telle source d'émission ou non. Et ensuite, il faut voir quel code-part on prend dans notre activité. Donc, ça devient un peu compliqué. Aussi, un message important à faire passer, là, c'est des estimations qui doivent servir à construire un plan d'action. C'est pas du calcul pour avoir un score très précis à la fin. On n'est pas sur une logique de mesure. On est vraiment des estimations pour identifier les grosses sources d'émissions et agir dessus. C'est important à garder en tête. Et oui, justement, pour réaliser, on va dire, ce projet déjà de premier diagnostic de bilan carbone et ensuite cette stratégie, comment est-ce qu'on peut s'y prendre au niveau de son entreprise? Comment est-ce qu'on va dire, va gérer ce projet? Est-ce Ouais. que tu as des retours d'expérience aussi? Ouais, alors nous en fait on fait souvent des sessions de sensibilisation sur les stratégies climat et derrière il y a généralement des équipes qui essayent de creuser par elles-mêmes le sujet. Généralement nous ce qu'on leur recommande c'est elles ont plusieurs options. Essayer de faire des calculs par elles-mêmes en reprenant ce que je viens de vous montrer, et je pourrais vous envoyer quelques ressources aussi après. Il y a quelques estimateurs aussi, des calculateurs qui posent quelques questions et qui vous permettent d'avoir des idées du bilan carbone de l'entreprise qui sont aussi abordables. La deuxième option, c'est de vous former. Aujourd'hui, il y a la formation que nous, on a suivie qui s'appelle la formation bilan carbone, qui grosso modo, le premier module, il est, si je ne me trompe pas, autour de 1 200 € hors taxe, et c'est un module en ligne où on vous explique tout, et ensuite vous avez une demi-journée ou une journée de formation, je ne sais plus. Donc ça peut être intéressant, et nous, c'est quelque chose qu'on préconise parce que ça permet aux entreprises d'acquérir cette compétence et pas seulement d'externaliser. Ensuite, la troisième option pour moi, c'est de passer par des calculateurs. Il y en a aujourd'hui de plus en plus, notamment en France. Je pourrais vous envoyer des noms aussi plus tard, mais vous avez Axio, vous avez Sami, vous avez Carbo, vous avez Bloom, vous avez Weekant, qui je crois va faire des trucs avec les adhérents du printemps. Donc aujourd'hui, vous avez pas mal d'outils comme ça qui ont grosso modo le même fonctionnement de base. L'idée, c'est de pas passer par des cabinets de conseil, des tableurs Excel, mais d'avoir un logiciel bien foutu qui permet de centraliser les infos et de faciliter la collecte. Donc nous, on les recommande vivement, sachant que c'est des prix aussi, grosso modo, entre 1000 et 2500 € pour des petites boîtes. Donc c'est des prix abordables. Et ensuite, quatrième option, passer par un cabinet de conseil si l'entreprise décide d'aller dans cette direction. Et du coup, tu parlais de collecte. Du coup, ça voudrait dire aussi, si on veut mettre un bilan carbone, en parler avec son employeur pour faciliter la collecte d'informations qui peuvent parfois être sensibles. Donc, est-ce qu'on peut déjà, dans un premier temps, utiliser ces outils gratuits pour faire une première estimation et ensuite parler au management? Ou est-ce que toi, tu préconises plutôt d'en parler dès le début à son employeur pour essayer de collecter les infos? Ouais, c'est une bonne question. Moi, j'avoue, j'ai un peu de mal à voir le bilan carbone comme un outil de persuasion du top management. Pour moi, c'est vraiment un outil d'aide à la décision, mais une fois qu'on est motivé, une fois qu'on a envie de partir sur ça.
ouais, j'ai un peu du mal à le voir dans ce sens-là. C'est comme si on cherchait à faire qu'une personne se mette au régime et on commençait par lui donner une estimation de son poids. Je ne suis pas sûr que ça soit hyper pertinent. Pour moi, il faut vraiment essayer de trouver d'autres leviers pour convaincre son top management. Et pour ça, nous aussi, on a quelques idées de ce côté-là. Généralement, il y a des histoires de... Nous, ce qu'on voit dans nos clients, c'est, les gens qui viennent le plus nous voir, c'est des convictions individuelles, donc des gens qui ont changé dans leur vie perso et qui veulent du coup que leur vie pro soit alignée. En 2, on a des histoires de marque employeur. Donc, mes équipes sont en demande et du coup, je veux le faire pour fidéliser mes talents et recruter. En 3, on a un petit peu de réputation d'enjeu de marque côté client et un peu de réglementation, mais nous, on est sur des boîtes qui ne rentrent pas dans les contraintes réglementaires. Donc, généralement, c'est ça. D'accord. C'est bien, ça donne des arguments aussi à porter la direction. Ouais, et c'est vraiment important de bien gérer cette partie argumentaire parce que nous, trop souvent, on a des retours de gens qui nous disent moi, je suis allé râler auprès de mon patron pour qu'on fasse un bilan carbone et du coup, il n'a pas voulu. Et on essaye de leur dire essayez d'être plus malin, regardez ce qui peut vraiment marcher auprès de votre patron. Est-ce que votre patron il est très sensible à son image par rapport aux gens de son équipe ou est-ce qu'il adore innover, lancer des nouveaux business et dans ce cas-là, tous les enjeux climatiques peuvent être aussi des bons leviers. Donc, nous, on préconise vraiment d'essayer d'être un petit peu malin pour passer à l'action. Alors, il y a deux questions qui vont assez ensemble. Donc, la première, c'est les gaz à effet de serre liés aux services numériques développés pour un client tiers ne sont pas comptés dans le scope 3. C'est la première question. Sous-question dans celle-là, c'est une agence ESN peut donc développer et livrer des dispositifs numériques extrêmement polluants et ne pas être impactés. Est-ce que tu confirmes? Pas tout à fait, parce que du coup, nous, c'est notre gros sujet de faire l'empreinte d'éditeurs de logiciels, de choses comme ça. Grosso modo, si vous êtes... après, ouais, éditeur de logiciels et ESN, c'est compté différemment, mais par exemple, un éditeur de logiciels, il va avoir beaucoup de stockage sur AWS, Google, Heroku, des choses comme ça, donc des fournisseurs de cloud. Et donc ça, nous, on va le comptabiliser. On a pas mal de challenges pour bien comptabiliser ça, mais c'est un autre sujet. Mais ça rentre complètement dans l'empreinte carbone. Ensuite, pour ce qui est une agence, effectivement, c'est plus délicat. C'est plus délicat parce que techniquement, donc, je suis une agence, il y a un client qui vient me solliciter pour la construction d'une application, par exemple, que je vais lui livrer au bout de 6 mois. Est-ce que cette application qui, par exemple, va générer de la vidéo et donc des émissions assez fortes, est-ce que je la compte dans mon bilan, moi en tant qu'agence, ou est-ce qu'on la compte dans son bilan à lui? Et donc là, effectivement, c'est un peu au cas par cas et les agences ne sont pas obligées de le comptabiliser. Et quels sont du coup les critères de choix pour fixer au cas par cas? Comment on détermine? Alors, par exemple, pour l'agence, en gros, nous, c'est ce qu'on essaie de voir avec nos clients, c'est on essaye de les convaincre de comptabiliser de manière la plus large possible, quitte à ce que dans le déclaratif réglementaire, si ça les intéresse, on aille sur un périmètre un peu plus restreint et un peu plus standard. Mais en tout cas, en gros, pour avoir un plan d'action le plus pertinent possible, il faut compter un maximum. Et ensuite, sur nos sujets, j'espère que vous le comprenez bien, les enjeux de réglementation forcent personne en fait à bien compter ou non tel ou tel scope. Et même les boîtes qui y sont contraintes, donc plus de 500, etc., on sent qu'elles peuvent un petit peu compter le scope 3 comme elles le souhaitent. Et immobiliser des actifs sur des dizaines d'années, des choses comme ça pour baisser les empreintes. Donc aujourd'hui, il y a encore pas mal de sujets sur ça. Et l'autre question, c'était, on parle beaucoup de sobriété numérique. Est-ce que la consommation d'Internet est prise en compte dans le calcul du bilan? Alors, donc ça, encore une fois, c'est des sujets un peu nouveaux. Nous, ce qu'on fait avec nos clients éditeurs de logiciels notamment, on compte donc l'empreinte liée à leur hébergement et l'utilisation de leurs applications et données qui sont en ligne.
Ensuite, sur leur navigation web, là, on essaye de l'estimer, notamment avec un super outil qui s'appelle greenet.io, que vous installez sur votre navigateur, donc plutôt sur le navigateur d'un collaborateur de l'entreprise que vous accompagnez. Et en fait, ça va traquer le flux Internet associé à votre navigation. Et derrière, on va pouvoir généraliser ça. Mais c'est des sujets assez naissants. Et nous, on travaille pour faire avancer ça, mais c'est encore assez naissant. Et on comprend bien aussi que là, quand je vous ai montré les 3 scopes avec les 23 postes, on comprend bien que cette méthode a été surtout créée à la base pour des industriels ou des entreprises de fabrication plutôt que pour des boîtes numériques parce que l'architecture n'est pas forcément la plus pertinente pour elles. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si Pierre, tu avais une autre question. En fait, il y a beaucoup de questions dans le chat. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes, mais notamment, il y a une question encore de Daniel. Nous vendons des produits pour l'isolation. Est-ce que les pertes évitées grâce à la meilleure isolation rentrent dans le scope 3? Alors ça, c'est un super point. Pour moi, la réponse est non. Il va falloir les compter différemment. Et pour ça, je vous invite et je pourrais vous envoyer le super papier de Carbon 4 qui a fait un référentiel qui s'appelle le Net Zero Initiative. Et donc, grosso modo, ça vous donne un framework où d'un côté, vous avez vos émissions calculées avec par exemple la méthodologie bilan carbone, et d'un autre côté, vous avez les émissions évitées que vous pouvez valoriser. Mais on n'associe pas des choux et des carottes. Sinon, ça serait vraiment trop compliqué pour bien comprendre les bilans carbone des boîtes si on faisait ça. Merci beaucoup. Là, on va bientôt arriver à la fin. Du coup, on va peut-être poser une dernière petite question avant de finir. Peut-être la question du prix très rapidement, parce que Adrien, tu as évoqué un peu ce sujet. Tu as dit que notamment les calculatrices étaient à peu près 2 000 €, c'est ça? Peut-être pour que les gens ici aient une petite estimation des différentes solutions, notamment une estimation des cabinets ou voilà, Ouais. combien ça coûte. Grosso modo, moi, ce que j'ai l'impression de voir, c'est, disons, une boîte de services tertiaires, 50 personnes, un bureau. Donc, un cas assez simple. Pour une boîte comme ça, à mon avis, un logiciel, ça va coûter entre 1 000 et 2 000 €. Ensuite, vous avez une deuxième catégorie d'acteurs qui sont un peu les nouveaux cabinets comme nous ou des freelances ou voilà, des petits collectifs qui ne sont pas des grosses structures. Et là, à mon avis, ça sera plutôt autour de 2, 3 ou 4 000 €, mais généralement, vous aurez peut-être des calculs aussi spécifiques ou de l'accompagnement, de la formation, des choses comme ça qui vont avec. Donc, ça, c'est pas exactement le même besoin. Et ensuite, pour des structures plus établies, type Carbon 4, Greenflex, Quantis, etc., qui ont eu une énorme expertise sur ces sujets-là, on sera, il me semble, plutôt autour de 10-15 000 €. En tout cas, c'est les chiffres que j'ai en tête. Je peux me tromper, mais c'est les retours d'expérience que j'ai eu. Merci beaucoup. Et aussi un dernier point sur ça, pour faire un tout petit peu de promo pour tous mes copains qui font des calculateurs. Aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup, notamment en France, on a énormément de chance. Et aujourd'hui, ces calculateurs ont des prix ultra abordables et certains sont encore en phase de test. Donc, parfois, ils proposent de faire des tests gratuitement. Donc, moi, je vous encourage aussi, si vous avez un peu de temps, à les tester. Je pourrais vous envoyer la liste après. Et peut-être pour conclure, une dernière question. Est-ce que, selon toi, il est probable que l'UE ou la France rendent obligatoire le bilan carbone à toutes les entreprises à terme? Ouais, je l'espère. Je l'appelle complètement de mes voeux. En France, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais il y a la Convention citoyenne pour le climat qui a fait des recommandations sur le sujet, notamment pour annualiser ce bilan GES qui est aujourd'hui tous les 4 ans uniquement, et le rendre obligatoire pour des entreprises de moins de 500 collaborateurs. Bon, on voit comment les propositions de la Convention sont en train de se faire déglinguer, donc je ne sais pas si on peut en tirer quelque chose. Néanmoins, ça serait un signal intéressant. Et au niveau de l'Europe, moi, les seules infos que je suis, c'est plutôt autour d'un mécanisme qui s'appelle l'ETS. Donc l'ETS, c'est le marché des quotas carbone, et donc là, c'est plutôt pour des gros émetteurs, et c'est un système un peu parallèle, et je ne crois pas avoir vu trop de choses sur les bilans carbone. Donc pour moi, ça va se durcir dans les 5 ans à venir. Néanmoins,
pas de garantie. Et je ne suis pas un expert de ces enjeux-là, donc je ne saurais pas trop m'avancer. Merci beaucoup. Et merci beaucoup Adrien pour cette présentation et merci aussi à Pierre et à Anne qui ont co-animé cet événement. Vraiment, on a appris plein de choses et du coup, ce qu'on propose, c'est qu'on communiquera ensuite l'enregistrement. Et aussi, Adrien, tu m'es hyper intéressé par toutes les ressources dont tu nous as parlé. Je pense que c'est vraiment très riche. Ouais, trop bien, trop cool. Et donc, du coup, ça, c'est comme tu disais aussi tout à l'heure, où tu nous invitais à peut-être tester aussi des solutions et des plateformes. Donc, en fait, là, tu es l'initiateur, on va dire, d'une série bilan carbone. Donc, ensuite, on va faire d'autres événements, notamment avec WeCount, que tu as cité d'ailleurs. Ouais. Et voilà. Et si les participants, donc, sont intéressés dès à présent par tester ces plateformes, ils peuvent carrément nous le dire. Et à la fin de cet événement, on va vous envoyer un petit questionnaire, pas un questionnaire, mais un petit form sur lequel vous pourrez nous remonter si vous avez des questions. Parce que malheureusement, j'ai vu qu'on n'a pas pu traiter toutes les questions. Donc voilà, on pourra carrément les traiter a posteriori. Et aussi, si vous avez des idées ou des choses que vous voulez partager, avec plaisir. Voilà. Et pour les autres événements, du coup, ils sont aussi disponibles sur le site ou sur notre newsletter si ça vous intéresse. Et encore merci du coup, Adrien. C'était vraiment super. Bien, super. Et merci beaucoup à vous et à très bientôt. N'hésitez pas et passez à l'action. C'est pas très... Il y a plein de choses à faire. Merci beaucoup. Trop bien. Merci.